Bonjour Grégory Fabre. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Grégory, vous êtes le fondateur de Cyberzen, un organisme de conseil en cybersécurité. Alors, cybersécurité, justement, on en parle beaucoup en ce moment avec la guerre en Ukraine menée par la Russie, car ce pays pourrait mener des cyberattaques. On entend ça partout sur les chaînes de télé et dans les médias. Mais concrètement, ça veut dire quoi une cyberattaque? Alors une cyberattaque, c'est le fait d'essayer de s'introduire dans un ordinateur pour y voler des informations à distance, par exemple par le réseau, pour y voler des informations ou pour les détruire, ou pour les chiffrer, pour les rendre en fait illisibles. Et donc en général, donc ça quand on les chiffre, on peut demander une rançon, et ça s'appelle un rançongiciel. Donc globalement, une cyberattaque, c'est d'essayer d'attaquer à distance un ordinateur pour y voler des choses ou les détruire. Mais vous pouvez attaquer n'importe quel type d'ordinateur. Et surtout, n'importe qui peut attaquer n'importe quel type d'ordinateur. Mais absolument, à partir du moment où il est connecté à Internet, et s'il n'est pas bien défendu, alors n'importe qui, c'est quand même un métier, il y a des gens qui sont spécialistes de ça. La Russie, ils sont réputés comme étant plutôt, enfin, ils sont plutôt connus pour être assez bons techniquement pour les cyberattaques, voilà. Mais n'importe qui, non, mais il y a quand même pas mal de gens qui sont compétents pour attaquer à distance des ordinateurs. Alors, on entend beaucoup que ces cyberattaques pourraient toucher des points stratégiques de notre économie, comme nos hôpitaux, les sites gouvernementaux, les sites des grandes entreprises. Dans le pire scénario, qu'est-ce que ça pourrait toucher? Alors en fait, le pire scénario, c'est difficile à dire. En fait, il y a ce qu'on appelle des opérateurs d'importance vitale. Je crois qu'il y en a 250 en France. C'est des entités publiques ou privées qui sont définies comme si on les attaque et qu'elles s'arrêtent de fonctionner, ça peut vraiment créer un gros problème. Alors la liste de ces opérateurs n'est pas connue, il y en a 250, c'est pas une information publique, mais on imagine que c'est genre, je sais pas, des centrales nucléaires, des barrages hydroélectriques. Donc en fait, imaginez si un pirate s'introduit dans le réseau d'une centrale nucléaire, bon, il peut faire plein de dégâts. Je sais pas, il peut par exemple provoquer des fuites ou ce genre de choses. Enfin, ça peut vraiment être terrible. Ou alors un barrage, ben, il peut ouvrir le barrage pour que l'eau s'écoule. Enfin, vous voyez, on peut imaginer des trucs terribles comme ça. Bon, alors ces entités-là sont donc bien protégées. Il y a Par une qui? Par quoi? alors, bah, par l'État, il y a une agence de l'État qui s'appelle l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui sont donc des informaticiens spécialistes en cybersécurité qui font de la défense, c'est-à-dire qui aident les gens à se défendre. Donc, ils aident les ministères à se défendre et ils aident aussi certaines entreprises définies comme vitales, voilà, par exemple les OIV. Alors, il y en a un peu plus. Maintenant, il y a une autre catégorie qui s'appelle les opérateurs de services essentiels. Je crois qu'il y en a à peu près 1000 qui ont été définis par la directive Nice, je crois qu'il y a un truc européen, qui sont un peu moins importants, mais enfin qui sont quand même importants. C'est des choses, si ça s'arrête de marcher, eh bien, en fait, l'économie s'arrête, quoi. Voilà. Je sais pas si vous arrêtez Internet, par exemple, ou si vous coupez l'électricité, bah, vous imaginez bien, toute l'économie va s'arrêter. Alors justement, comment est-ce qu'on se défend concrètement face à une cyberattaque? Ou plutôt, comment on se prépare à se défendre face à une cyberattaque? Ouais, alors c'est surtout ça. En fait, il faut se préparer à l'avance, parce que donc moi c'est un de mes métiers. Donc j'aide des entreprises, surtout des petites entreprises, à préparer leur défense en fait. Mais comment on fait? Ben, d'abord, la première chose à dire, c'est qu'il faut y consacrer un budget pour payer des professionnels pour vous aider, parce qu'en fait personne n'y connaît rien à ce truc-là, mais il y a des gens très compétents, donc il faut les faire travailler pour vous aider. Voilà. Donc comment on fait? Eh ben, alors des professionnels peuvent auditer une entreprise, par exemple, faire un petit audit pendant une journée pour déjà, en posant des questions, en examinant des documents. Par exemple, est-ce que vous avez un schéma de votre réseau informatique? Par exemple, est-ce que vous avez une politique de mot de passe, Est-ce que vous avez défini, est-ce que vous demandez vraiment aux gens qui travaillent dans votre entreprise à avoir des mots de passe différents par service? Est-ce que c'est écrit? Est-ce qu'il y a un document qui précise ça? Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on peut auditer pour ensuite dresser un constat et établir un diagnostic de ce qu'il faut faire pour remonter le niveau de sécurité dans l'entreprise. Première chose, par exemple, auditer. Alors ensuite, on peut former les gens, évidemment. Donc ça, c'est de la formation. Quand on forme des gens qui ne sont pas informaticiens à la sécurité informatique, ça s'appelle de la sensibilisation. Donc on va aller les former, leur dire comment fabriquer un bon mot de passe, le fait qu'il faut utiliser un gestionnaire de mots de passe pour stocker ses mots de passe, par exemple. Bon voilà, donc ça c'est des choses qui s'enseignent, et donc il faut sensibiliser toutes les personnes qui ont accès
à des informations confidentielles dans l'entreprise, enfin confidentielles, même toutes les informations normales, je veux dire une liste de clients pour une entreprise, dans un service commercial, c'est une donnée qu'il faut protéger, parce que ça peut intéresser un concurrent, par exemple. Voilà. Donc sensibiliser, former, voilà. Et ensuite, après, on peut faire d'autres choses. Nous, par exemple, on pose des petits boîtiers de sécurité dans les entreprises pour protéger le réseau et les ordinateurs du réseau d'accès frauduleux via Internet, quoi. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que vous avez parlé plusieurs fois là des mots de passe. Euh, Concrètement, un pirate informatique, ce qu'il fait, c'est qu'il arrive à trouver votre mot de passe. Parce que le plus souvent, par exemple, quand on a un mot de passe qui bloque l'accès à un certain dossier ou à un certain serveur, quand on en fait trois et que ça marche pas, le truc s'arrête. Enfin, je veux dire, il vous dit, vous n'avez plus le droit d'y toucher. Donc, comment il fait en fait pour casser ça, pour avoir en proposer? Parce que j'imagine qu'on peut mettre en place des générateurs en fait de mots de passe, mais il peut aller au-delà de 3. Alors, ça dépend du système d'information en question. Mais par exemple, si c'est pour se connecter à un Gmail, par exemple, au bout de trois tentatives, on n'allait pas y arriver. Mais si par exemple, vous avez des fichiers qui sont chiffrés sur une clé USB, bon, cette clé USB, si le pirate la trouve, là-dessus, il peut essayer autant de tentatives qu'il veut pour essayer de trouver votre mot de passe. Donc, il y a des cas où c'est plus de 3. Et il y a des cas où on peut essayer des milliers, des milliards de mots de passe pour essayer de casser un accès. Voilà. Bon, et ensuite pour les mots de passe, le premier conseil qu'il faut donner, c'est d'abord ne pas utiliser le même mot de passe partout. Ça, c'est vraiment le premier conseil et la plupart des gens font ça. Donc, il faut avoir un mot de passe différent par service qu'on utilise. Un pour le mail, un pour Facebook, un pour LinkedIn et qu'il n'ait aucun lien entre eux. Pourquoi? Parce que si vous utilisez ce qu'on appelle un petit algorithme pour utiliser le même mot de passe partout, par exemple, mais pas vraiment, par exemple, vous mettez Toto Facebook comme mot de passe pour Facebook et vous mettez Toto LinkedIn comme mot de passe pour LinkedIn, si quelqu'un a accès à ce mot de passe Toto Facebook, eh ben, il va avoir aucun mal pour deviner votre mot de passe LinkedIn. Voyez. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Il faut utiliser des mots de passe différents et en fait, il faut utiliser un logiciel qui s'appelle un gestionnaire de mots de passe. Donc il y en a plein des gratuits pour d'abord stocker les mots de passe et ensuite engendrer des mots de passe complexes. Voilà. Pourquoi? Parce que par exemple, souvent, vous avez des leaks de mots de passe sur Internet. Donc, si vous avez confié votre mail et votre mail, si vous avez ouvert un compte sur un site Internet en donnant un mot de passe pour le protéger sur ce site-là, si le site a mal protégé les mots de passe, on peut imaginer que toute la base de données des mots de passe de ces utilisateurs se retrouve publiée sur Internet. Donc ça, il y en a beaucoup qui ont déjà été publiés. Du coup, un attaquant peut avoir le mot de passe que vous utilisez d'habitude, puisque ces mots de passe ont été publiés. Donc, il peut essayer d'utiliser ce mot de passe ailleurs. Donc, surtout, il faut avoir des mots de passe différents par site. C'est vraiment le premier conseil à donner. Là, tout à l'heure, vous avez parlé, quand je vous ai posé la question de la cyberdéfense, vous m'avez dit ce qu'il fallait mettre en place en fait, pour organiser une cyberdéfense. Mais au moment M où il y a la cyberattaque, qu'est-ce qui doit se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Alors en fait, quand on est attaqué, qu'on se rend compte qu'on a été attaqué, il faut aussi se rendre compte que parfois les gens se font attaquer mais ne le savent pas. Voilà, donc ça c'est. Mais si on s'en rend compte ou si on a un indice, si on a un doute en fait, eh ben, il faut aller poser la question à des professionnels en fait. Voilà. Donc les informaticiens en général ne sont pas tous spécialistes en cybersécurité. Voilà. La cybersécurité c'est une spécialisation de l'informatique. Donc si vous avez un doute, allez poser la question à un professionnel. Alors pour les particuliers et pour les petites entreprises, il y a un site qui est un groupement d'intérêt public entre plusieurs ministères qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr où vous trouverez beaucoup de conseils pour d'abord vous protéger avant et si jamais vous êtes attaqué pour être mis en contact avec des professionnels qui vont pouvoir vous aider en fait. Voilà. Donc mon entreprise Cyberzen est référencée sur ce site en fait puisqu'en fait on est labellisé, on a été labellisé par l'AFNOR comme des experts cyber et donc des gens compétents voilà, avec lesquels vous pouvez être mis en contact si vous allez sur ce site.
Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de la Russie. Vous avez dit oui, ils sont plutôt assez compétents en matière d'attaque informatique et j'imagine aussi de cyberdéfense. Qu'est-ce qui leur donne un avantage comme ça stratégique? Pourquoi on dit que les Russes sont bons en cyberattaque et en cyberdéfense? Et surtout, est-ce que les gens qui mènent ces cyberattaques, ils peuvent faire partie de gouvernements? Ou est-ce que ce sont des groupes en dehors en fait des gouvernements qui agissent un peu de leur propre chef? Bon, la Russie, ils sont connus comme étant très bons dans le domaine des cyberattaques. C'est pas les seuls, hein. Les Américains sont très bons, les Chinois sont très bons, les Français sont très bons aussi. Mais bon, de tout temps, la Russie est connue pour ça. Voilà. Je crois qu'ils ont beaucoup investi sur le sujet. Pourquoi? Alors, vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure de cyberattaques pour aller piquer des informations ou chiffrer des informations dans un ordinateur, mais il n'y a pas que ça. Vous pouvez aller, si vous avez trouvé des informations, vous pouvez les publier. Hein, donc, par exemple, le DNC Leak, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce truc-là, c'est les courriels, les mails de l'équipe de campagne d'Hillary Clinton qui avaient été publiés sur Internet. Il s'est passé la même chose entre les deux tours de la dernière élection présidentielle, pardon, où les courriels de l'équipe de campagne de Macron ont été publiés sur Internet. Et en plus, il y avait certains qui avaient été modifiés par les gens qui les avaient piqués et publiés. Donc vous voyez, ça c'est une autre forme de cyberattaque et ça peut s'apparenter à de la désinformation. Ça, on n'en a pas parlé, mais évidemment, les Russes sont très connus pour ça. Ça date, ils sont très bons pour ça. C'est érigé au rang de doctrine chez eux, en fait. Hein. Je veux dire, ça date de la guerre froide. Donc ça fait très longtemps qu'ils font ça et ils le font très bien. Voilà. Alors ensuite, ils sont aussi connus pour avoir des boîtes privées qui sont dans une espèce d'espace un peu gris, qui sont privés, mais qui travailleraient peut-être aussi pour l'État. Hein. Donc ça, on parle de Wagner, là. Donc les Wagner, ça c'est sur le terrain, mais il y a aussi beaucoup de boîtes qui font ça. Et alors le problème, c'est qu'on est dans un espèce de vide juridique, on ne sait pas trop, du coup, ce qu'ils font. Alors, les États peuvent faire ça, des boîtes privées peuvent faire ça. Évidemment, les meilleurs, c'est les États, puisque c'est des militaires. Donc là, ils ont des budgets militaires pour faire de la recherche. Donc tous les grands États sont dotés de bataillons militaires qui font ça très bien. Mais les Russes, ils sont connus pour, en plus, avoir des boîtes privées autour qui travaillent dans une espèce de petit vide juridique, en fait. Alors, sur les réseaux sociaux, en ce moment, on voit beaucoup s'exprimer les Anonymous, qui seraient un groupe de hackers. Là, ils disent beaucoup qu'ils vont s'en prendre à la Russie, notamment sur Twitter. Est-ce qu'on sait qui sont ces gens? Comment ils choisissent, enfin, est-ce qu'on sait comment ils choisissent de mener telle ou telle action? Et plus globalement, est-ce que les hackers français, qui ne dépendent pas nécessairement du gouvernement, est-ce qu'on sait comment, genre, tout d'un coup, ils orientent et ils décident de s'attaquer à telle ou telle institution, organisme? Anonymous, c'est un groupe informel, donc ils sont anonymes, hein, c'est leur nom. Hein, donc évidemment, on ne sait pas qui c'est en fait. Mais alors ils ont fait, donc ils sont politisés et depuis pas mal d'années, quand il y a une cause politique qui leur plaît, ils la soutiennent et ils essaient de mettre des compétences informatiques pour soutenir cette cause. Donc là, je sais qu'ils sont mobilisés sur le sujet. Moi, j'en sais pas beaucoup plus parce que voilà, je suis pas particulièrement ce qu'ils font, mais je sais que ils ont lancé un appel pour en fait s'attaquer aux Russes, à des systèmes informatiques russes, à des médias russes, voilà. Alors il y a des gens qui, alors je sais je sais pas s'ils ont vraiment réussi à faire quelque chose, s'ils ont publié quelque chose, mais il n'y a pas que qui font des choses. Il y a aussi des activistes en fait. Par exemple, il y a un gars qui s'appelle Bluetooth, je ne sais pas si vous connaissez, qui est qui est un activiste connu et qui fait de la sécurité informatique et qui fait des attaques et qui a publié quelques attaques qu'il a faites sur des médias russes, je crois, voilà, notamment sur une radio de Gazprom, je crois, voilà. Donc il y a des gens qui en fait sont des activistes je sais pas, au service des droits de l'homme, hein, et qui vont utiliser leurs compétences informatiques pour essayer de faire des attaques à leurs citoyennes, en fait, voilà, pour emmerder les Russes, quoi, voilà. Autre question, en France, les sites de RT, donc Russia Today et Sputnik, ont été suspendus. Petit point technique, comment est-ce qu'on suspend un site internet? À qui est-ce qu'on appelle pour dire bon maintenant on est le gouvernement, on aimerait bien que soit suspendu Sputnik News? Alors d'abord, Sputnik je ne sais pas, mais RT j'ai regardé. RT utilise par exemple déjà beaucoup YouTube pour publier toutes ses vidéos. Donc au lieu d'héberger eux-mêmes leurs vidéos, ils délèguent l'hébergement de leurs vidéos à YouTube. Et bien on voit que c'est une sacrée erreur stratégique parce qu'il a suffi d'appeler YouTube, qui est une entreprise qui appartient à Google, qui est donc une boîte américaine, et donc Google a fermé
toutes à virer, toutes les vidéos de RT de sa plateforme YouTube. Vous voyez, une première manière de faire. C'est aussi simple que ça. Alors ensuite, vous pouvez demander à Apple, par exemple, de déréférencer ou de supprimer l'appli de RT de l'App Store. Donc du coup, on ne peut plus télécharger l'appli de RT. Ensuite, on peut... Mais faire fermer un site internet. Alors, je vais vous expliquer. Alors, j'essaie de faire un panel un peu général. Après, je crois qu'RT France était distribué sur la Freebox. Eh ben, il a fallu appeler Free, et Free, il a désactivé tout aussi simplement comme ça. Donc, on désactive le réseau de distribution de la télévision. Alors, pour fermer un site, on utilise, en fait, on le déréférence au sens où il y a un truc qui s'appelle le DNS. C'est des serveurs quand vous demandez RT France à votre navigateur. En fait, RT France, ça n'existe pas. C'est une adresse IP sur laquelle est le serveur. Donc, vous allez demander un serveur de nom. Alors, salut serveur de nom, c'est quoi l'adresse IP de RT France? Et le serveur de nom va vous répondre 212.28.94.37. Voilà, et c'est cette adresse-là que vous allez chercher sur Internet. Okay, donc, si vous demandez à tous les serveurs de nom de tous les opérateurs français de déréférencer ce site, eh ben, tout d'un coup, plus personne ne va pouvoir y avoir accès. Alors concrètement, il y a évidemment des mesures de contournement, il y a des manières de quand même y avoir accès. Et de toute façon, vous voyez, avec toutes les vidéos, tous les gens qui s'échangent des films pirates sur Internet, évidemment, si vous essayez vraiment de contourner ces mesures, vous allez réussir à accéder à ces sites-là. Mais déjà, le fait de déréférencer sur toutes les plateformes de distribution et de déréférencer sur les serveurs de nom, ça va virer 95% des accès à ces sites, quoi. Les bombardements russes cette semaine ont visé la télécommunication ukrainienne. Hein. On a notamment vu cette image d'une bombe qui arrivait sur la chaîne de télé, sur la tour de télévision à Kiev. Elon Musk, donc le milliardaire américain, a répondu à l'appel à l'aide du vice-président ukrainien et a envoyé immédiatement, c'est même arrivé ce matin, des stations internet Starlink. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement et est-ce que vraiment c'est deux choses qui se complètent en fait. C'est-à-dire qu'il peut répondre vraiment positivement à la demande des Ukrainiens qui ont peur de voir disparaître leur réseau de télécommunications. D'abord, en cas de guerre, prendre le contrôle des médias, c'est un objectif stratégique. Vous voyez partout, quand il y a un coup d'État quelque part, le premier truc que font les mecs, ils vont à la télé, hein, ils prennent militairement la télé, et puis ils se filment en train de dire, ça y est, c'est nous au pouvoir maintenant. Donc, évidemment, protéger ces médias, c'est stratégique. Il y avait une attaque de TV5 France je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y avait des pirates qui avaient pris contrôle de TV5 France. Voilà. Les mecs de l'ANSSI étaient venus pour aider à ce moment-là, quoi. Donc évidemment, c'est super important les médias. Voilà. Elon Musk a proposé de l'aide. Alors écoutez, c'est plutôt sympa de sa part. J'imagine que même si moi c'est pas particulièrement quelqu'un que je porte dans mon cœur, j'imagine que l'État ukrainien a du mal en ce moment à protéger ses médias. Donc qu'il y ait des gens qui se mobilisent pour les aider, je trouve ça plutôt sympa. Starlink, c'est une entreprise qu'il crée pour faire un petit maillage de satellites tout autour de la Terre pour proposer un accès Internet par satellite en fait. Pas cher et avec un bon débit. Donc j'imagine qu'il peut les déplacer et j'imagine que déjà si j'ai bien compris, j'ai pas vu le truc, mais donc il a augmenté le maillage au-dessus de l'Ukraine de ses satellites et j'imagine qu'il a envoyé des récepteurs pour pouvoir proposer un accès Internet par satellite à ces gens-là, à ces médias. En cas de coupure de l'Internet, parce qu'évidemment, si l'Internet est coupé à terre par les Russes, eh bien, ça permettra aux médias ukrainiens de continuer d'émettre, en fait. Il n'y a pas un petit problème à ce qu'un groupe privé, en fait, se retrouve en charge de la gestion de l'Internet d'un pays comme l'Ukraine, si le temps de guerre? Ouais, évidemment. Alors après, les infrastructures de communication ne sont pas toutes organisées par l'État. C'est aussi, vous savez, Internet, c'est un maillage en fait de boîtes entre elles. Hein. Mais évidemment, il faut que les médias en question fassent attention aux ordinateurs qu'ils leur envoient s'ils leur envoient des ordinateurs. Normalement, c'est plutôt le rôle de l'État d'aider les médias à se protéger. Mais bon, on peut aussi avoir des boîtes privées qui aident des médias privés à se protéger. Hein. Mais normalement, pour les médias publics, si c'est une chaîne de télévision publique, évidemment, c'est plutôt l'État qui doit protéger. Le truc, c'est que
s'ils n'y arrivent pas, on ne peut pas en vouloir à des gens d'essayer d'aider en ce moment, quoi. Voilà. J'ai une dernière question, Grégory Fabre. Vous en avez un peu parlé tout à l'heure. Vous avez dit oui, une technique un peu traditionnelle pour quand il y a des attaques militaires, c'est de prendre la télévision, d'aller à la télé et de dire regardez, Bah oui. on a pris la télévision. Mais ça, est-ce que c'est pas un peu l'ancien monde, l'ancienne façon en fait de faire de la communication militaire, qui s'opposerait un peu au nouveau monde incarné par le président ukrainien Zelensky, qui lui passe son temps à faire des vidéos en bras de chemise ou en t-shirt pratiquement à son téléphone portable et qui balance ça sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il n'y a pas une opposition en fait entre ces deux mondes qui finalement on se demande même s'ils sont dans le même dans le même univers en fait? Bah ouais, c'est difficile à dire. Je dirais que les réseaux sociaux et la communication directe des gens par les réseaux sociaux est un fait maintenant. Voilà. Maintenant, attention, elle peut aussi être un vecteur de désinformation. Quand on s'informe, il faut faire attention à ce qu'on regarde. C'est pour ça que les médias traditionnels ont encore, à mon avis, une existence et des journalistes professionnels qui travaillent dans un média vérifient l'information. Donc évidemment, les deux mondes sont l'un à côté de l'autre, mais je pense que les médias traditionnels n'ont pas été totalement remplacés par les réseaux sociaux. C'est pas à vous qui travaillez dans un média et qui êtes journaliste que je vais apprendre ça. Donc c'est une information complémentaire, mais en temps de guerre, il faut faire attention, je pense, à vérifier les sources qu'on utilise, à regarder si on voit quelque chose sur un site internet et que le site est inconnu, se renseigner sur ce site pour savoir qui l'édite, qui le fait, aller voir les mentions légales pour savoir qui le fait, hein, et en général aller recouper l'information en voyant si elle a été aussi publiée sur les médias traditionnels, qu'ils soient de droite ou de gauche, mais enfin voilà, aller voir les médias qu'on aime bien pour quand même savoir se rendre compte si on n'est pas victime de désinformation. Merci beaucoup Grégory Fabre. Avec plaisir, bonne journée.